C'est bon, on y arrive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce salon Learning Technology et à notre première présentation. Enfin, la première de la journée, en tout cas, de mon côté. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de comment activer les performances de vos équipes métiers avec notre Learning Assistant. Notre Learning Assistant, c'est vraiment notre dernière technologie que nous avons développée à Didask et qui s'appuie à la fois sur les dernières avancées de l'IA générative et des sciences cognitives. De mon côté, je m'appelle Svetlana Meyer et je dirige notre équipe de R&D. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement fière de vous présenter nos dernières nouveautés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, est-ce que vous m'entendez toutes et tous bien? Trop bien. Pas trop fort non plus? Super. Donc, c'est qui, c'est quoi Didask? Donc, Didask, on est une entreprise de technologie e-learning qui a été fondée par des chercheurs en sciences cognitives dont je fais partie et des passionnés de pédagogie. Le produit qu'on a développé, c'est une plateforme qui s'appuie à la fois sur les dernières avancées en sciences cognitives et en intelligence artificielle pour convertir l'information en changement durable. Ce que l'on permet de faire, c'est à partir de votre contenu brut, que ce soit un PDF, des slides ou alors un copier-coller de votre messagerie d'entreprise, on est capable d'utiliser cette matière-là pour la transformer en formation réellement impactante. Pour cela, on s'appuie sur notre première IA pédagogique qui va, à partir de votre document, l'analyser, identifier les enjeux sous-jacents qu'il pourrait y avoir, erreurs de compréhension, besoins d'application, etc. Elle va le transformer automatiquement en e-learning complet interactif. Et notre nouveauté de cette année, c'est que nous avons maintenant un tuteur personnalisé qui, avant, pendant et après la formation, va vraiment permettre à vos apprenants de monter en compétences durablement et d'appliquer ce qu'ils ont vu en formation sur le terrain, qui est un gros sujet. Aujourd'hui, Didask, bonjour. Aujourd'hui, Didask, c'est une plateforme tout en un qui est dotée d'un outil auteur qui permet justement, avec notre IA pédagogique, de créer les formations comme je viens de vous le présenter. Nous avons des expériences apprenants qui ont différentes modalités et qui ont pour toute particularité de s'appuyer sur les résultats des sciences cognitives pour permettre une réelle transformation chez l'apprenant. Et enfin, nous avons aussi tout un ensemble classique d'outils de pilotage, d'analytique intelligente pour justement orienter, piloter votre formation. Mais aujourd'hui, on va parler spécifiquement de Learning on the Job. Parce que le e-learning traditionnel, il y a tout un ensemble d'apprenants qui n'est pas touché par cette formation. Et on va voir ensemble quelques verbatims que vous allez sans doute reconnaître. Typiquement, des apprenants qui, dans les équipes métiers, vont dire « Mais moi, en fait, j'ai pas le temps de suivre un e-learning de plusieurs heures ou ne serait-ce que de 30 minutes. J'ai besoin de résultats immédiatement. » Ou alors, on a aussi « Oui, mais de toute façon, les formations e-learning, c'est trop éloigné de ce que j'ai besoin de savoir. J'ai pas besoin, moi, de règles un peu théoriques. En fait, moi, j'ai besoin de savoir concrètement comment mon prospect, comment le code que je suis en train d'implémenter, comment je vais m'y prendre. Et ça, le e-learning ne va pas me permettre, c'est trop général. » Donc, il y a des croyances des apprenants qui sont liées aux enjeux de modalité. Après, on a aussi le sujet des préférences, typiquement des apprenants qui vont dire « Non, moi, le e-learning, c'est pas pour moi. Finalement, je préfère apprendre sur le tas. » Et aussi des apprenants qui ont tout simplement un sujet de ressources, qui est, en fait, aujourd'hui, le catalogue proposé par l'entreprise est trop restreint ou tout simplement, il n'y en a pas. Donc, je vais devoir apprendre sur le tas ou faire mes recherches. Et donc, ces apprenants-là, en attendant, ils apprennent justement sur le tas. Et là, je vous remets le traditionnel modèle 70-20-10. Et quand on regarde justement, on étudie ce que font les apprenants sur le terrain, on se rend compte qu'il y a 10% des apprenants qui vont aller vers de l'apprentissage formel tel qu'on le connaît, la formation e-learning, je regarde mes vidéos, mes informations descendantes et j'ai quelques quiz. Ça, c'est 10%. 20%, ça va être des interactions avec des pairs, des échanges, du mentorat. Et 70% restant, c'est sur le tas. Mais ce que cache en fait ce diagramme-là, c'est que qu'est-ce qui se passe concrètement derrière chacune de ces tranches? Eh bien, l'apprentissage formel, quand on prend la formation traditionnelle e-learning, mais moyenne, on va avoir beaucoup d'informations descendantes, 80-90%, et de temps en temps, des petits quiz de mémorisation. Très bien, à la fin, l'apprenant, il a validé son évaluation finale, il a validé son quiz de vérification de connaissances. Est-ce qu'il est prêt à appliquer ce qu'il a vu sur le terrain? Pas forcément. Sur les 20%,
on se rend compte que dans les échanges avec les collègues, tout le monde n'est pas formé justement à comment faire un feedback, comment présenter une information à quelqu'un d'autre, comment justement aider les autres à progresser, et on se retrouve avec beaucoup d'échanges qui ressemblent un peu à ça. Des feedbacks genre ça va pas, il faut le refaire, qui sont ni précis, ni guidants, et qui ne permettent pas aux apprenants vraiment de monter en compétences. Et sur le reste, vraiment du sur le tas, je suis tout seul et je me débrouille, là, on va voir les apprenants, ils vont rencontrer beaucoup de difficultés qui fait qu'ils vont essayer, ils vont beaucoup se tromper, mais ça va être compliqué de progresser. Et on va voir pourquoi justement du point de vue des sciences cognitives. Les 4 difficultés qu'ont les apprenants. Alors il y en a d'autres, mais en tout cas il y en a 4 que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. La première, c'est que déjà, dans une entreprise, les apprenants ils passent déjà énormément de temps à chercher les informations dont ils ont besoin. D'une part parce qu'elles ne sont pas accessibles, mais aussi parce que voilà, ils ont besoin de deviner ce qu'ils doivent trouver. Et donc quand on est débutant, ça c'est pas quelque chose de trivial. Les études à ce sujet, elles disent que c'est entre 4 et 8 heures par semaine, selon les entreprises, c'est assez énorme. Mais il n'y a pas qu'un sujet d'accès à l'information. Si on s'arrête là, on a vu vraiment que la partie émergée de l'iceberg. La suite, c'est que spontanément, quand on prend un apprenant, il ne va pas utiliser les meilleures stratégies pour apprendre. Les meilleures stratégies pour apprendre, c'est celles qui vont lui demander des efforts cognitifs, de se mettre en action. Et spontanément, ce n'est pas quelque chose, nous, en tant qu'humains, qu'on va faire. On va plutôt essayer, quand on regarde ce que les gens font spontanément, ils vont plutôt lire, digérer, analyser des informations, se diriger vers des choses plus descendantes, plus passives. Et du coup, ils ne vont pas aller jusqu'au bout de ce qu'ils auraient besoin à ce sujet pour pouvoir vraiment progresser. Et quand bien même ils voudraient progresser, ils pourraient. En fait, les occasions qu'ils ont d'appliquer ce qu'ils ont vu en formation, c'est vraiment des choses qui sont uniquement disponibles en situation réelle. Et la situation réelle, d'une part, on ne la contrôle pas. Donc, on n'a que les occasions que on a à disposition. Typiquement, par exemple, on est un commercial qui a besoin de s'entraîner sur la phase de négociation. Il va pouvoir s'entraîner qu'avec ses prospects qui sont sur cette phase-là. Alors qu'en fait, il aurait eu besoin à un autre moment de s'entraîner. D'autre part, les situations réelles, elles sont caractérisées par une très forte complexité. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste travailler ses compétences en négociation. On va travailler tout un ensemble de compétences en même temps, la connaissance produit, l'écoute, la qualification du besoin, etc., etc. Et pas uniquement la compétence qu'on aurait besoin de travailler. Et ça, cette forte complexité peut vraiment mettre les apprenants en état de surcharge cognitive, ce qui va nuire à leur apprentissage. Dernier pain point des apprenants qui se forment sur le tas dans Learning on the Job, c'est aussi que les apprenants reçoivent peu ou pas de feedback sur ce qu'ils font. Et donc là, par feedback, c'est vraiment un feedback aidant dont je vous parlais tout à l'heure, qui est précis, qui contient une piste d'amélioration et surtout pas de jugement de valeur. Ces 4 pain points, ils ont des conséquences négatives sur les apprenants parce que, in fine, ça va se traduire par vraiment une baisse de performance, en tout cas une performance ralentie au niveau des entreprises. Parce que forcément, la maîtrise des compétences, elle va être superficielle, le temps qu'ils montent en compétences. Cette durée, elle va être aussi beaucoup plus longue avant de devenir opérationnelle. Parce que voilà, par exemple, rien que sur le sujet de la mise en application, on va devoir attendre qu'elle arrive au lieu de pouvoir vraiment la créer. Et enfin, il y aura beaucoup d'erreurs qui vont être commises directement sur le terrain, alors qu'elles auraient pu être évitées si l'apprenant avait eu des occasions de s'entraîner dans des environnements un peu plus contrôlés qui reproduisent la complexité du terrain. Et en fait, ce problème, pendant longtemps, on était nombreux à le connaître, et il était vraiment insoluble. C'est-à-dire que ça demandait énormément de sur-mesure, énormément d'accompagnement humain, des formations pour justement ces accompagnateurs. C'était quelque chose qui était coûteux en temps, en ressources humaines et financières. Et là, nous, ce qu'on constate, et vraiment venant du labo en sciences cognitives, pour moi, c'était assez flagrant, c'est que l'IA générative, maintenant, c'est vraiment une technologie qui, si elle est utilisée correctement, a vraiment permis d'abaisser cette barrière et de permettre, en tout cas, ce sujet de la formation informelle, de vraiment aider les apprenants à le résoudre. Mais là, l'enjeu, c'est qu'il y a justement de très nombreux faux pas que l'on pourrait commettre, justement, plein de bonnes intentions, et qui, en fait, vont se traduire par des résultats un peu contre-productifs. Et on va voir ensemble lesquels. Je vous ai parlé tout à l'heure justement de la superficialité. C'était que, en fait, là maintenant, ce qu'on commence à entendre sur le sujet de l'IA, en fait, c'est que, en fait, on va mettre un chatbot. Les apprenants, ils vont avoir les informations dont ils ont besoin et ils vont pouvoir devenir experts comme ça. Sauf que, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'expertise,
ça demande de devoir faire des efforts cognitifs plutôt intenses. Parce qu'un expert, ce qu'il a, c'est qu'il a de nombreuses connaissances qu'il maîtrise en profondeur, qu'il est capable de combiner pour résoudre des problèmes complexes. Et ça, c'est pas avec un chatbot qui te demande la réponse à chaque fois, enfin, à qui tu vas demander la réponse à chaque fois, que tu peux atteindre ce niveau-là. D'autre part, on se rend compte que les apprenants, s'ils en ont l'occasion, ils vont avoir tendance à se reposer sur l'IA. C'est-à-dire qu'ils vont lui sous-traiter les différentes tâches, ce qui parfois est très bien. On n'a pas besoin de maîtriser toutes les tâches qu'on fait. Mais quand on est sur ce sujet de l'expertise, de la montée en compétences, là, on a besoin justement de les avoir intégrés en profondeur. Et donc nous, le parti pris sur lequel on s'est appuyé, c'est vraiment de proposer des activités intensives qui sont proches de la complexité du terrain. Le deuxième piège, c'est aussi celui de l'infantilisation. C'est typiquement dire aux apprenants, qui vient poser sa question, par exemple, qui se dit « Tiens, comment je fais pour résoudre mon problème de négociation ?» Lui dire « Tiens, voici un test en 20 questions sur lequel on va diagnostiquer tes compétences. » Ça, il y a des moments où c'est très pertinent de proposer ce genre de choses, mais si on vient envahir l'apprenant avec ce test de compétences alors qu'il n'est pas encore prêt et enclin à le résoudre, en fait, ça peut vraiment créer différentes réactions de réactance, vraiment, parce que les différents apprenants, ils ont vraiment un besoin d'autodétermination. La plus grande clé de la motivation, c'est la motivation autodéterminée, c'est-à-dire soi-même initier des actions par rapport à des buts qu'on s'est fixés. Et si là, on n'est pas en train d'assurer de la valeur à l'apprenant tout au long de son apprentissage, de son expérience, ça peut coincer. Et donc, il va y avoir un désengagement qui peut être constaté au niveau purement attentionnel dans les différentes expériences qu'il va pouvoir mener. Et donc là, nous, le parti pris sur lequel on s'est appuyé, c'est en fait de partir des besoins qu'exprime l'apprenant et de construire les formats pédagogiques dessus. Le dernier piège, c'est le piège du contrôle. C'est-à-dire que là, c'est aussi quelque chose qu'on nous demande beaucoup, sur lequel nous, on met beaucoup de modération, c'est en tant que manager, je voudrais voir toutes les questions, toutes les interactions que mes collaborateurs ont eues avec l'IA, et donc d'avoir une visibilité sur ce qui se passe. Sauf que quand l'apprenant, il sait qu'il est en situation d'observation, notamment par un père qui va le juger, il va y avoir vraiment un désengagement, mais cette fois-ci au niveau cognitif, c'est-à-dire que pour protéger son sentiment de compétence et son image professionnelle, il va adopter paradoxalement des stratégies un peu plus superficielles, parce que adopter des stratégies superficielles, ça permet de se dire « Bon, oui, mais j'étais pas à fond, non, mais là, en fait, c'est pas grave, c'est parce que l'IA est nulle. » Voilà, c'est ce genre de choses. Et il va aussi utiliser une partie de ses ressources, en parallèle de faire ça, utiliser une partie de ses ressources pour réguler ses émotions, et aussi tout simplement pour comparer ses performances par rapport à une norme qu'il aurait imaginée, au lieu de vraiment tout utiliser pour faire des efforts cognitifs. Et donc là, le parti pris sur lequel on s'appuie, c'est vraiment de proposer à l'apprenant un espace où l'apprenant peut s'autoriser à se tromper. Il sait qu'il n'est pas évalué, il sait qu'il est dans son espace à lui, et donc il va pouvoir poser ses questions et vraiment s'autoriser à faire des erreurs. Et ça, c'est quelque chose, depuis qu'on a déployé justement cette assistance, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les remarques des apprenants, que s'ils pensent qu'ils sont observés, ils vont être un peu plus en retrait. Donc là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le volet vraiment, notre Learning Assistant. Donc vraiment toute la partie de Didask qui s'adresse au sujet de l'apprentissage informel. On a aussi tout ce qui concerne l'apprentissage formel que je vous laisserai découvrir sur notre stand. Mais nous, de notre côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur ces 3 parties pris que je vous ai présentées. Et en plus, on est reparti des pain points pour imaginer des premières expériences d'apprentissage animées par l'IA. La première, elle cible vraiment le sujet de la recherche d'informations et le sujet de la stratégie, des stratégies pour apprendre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de ce que les apprenants font spontanément, c'est-à-dire qu'ils ont très envie de poser des questions à l'intelligence artificielle. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ces questions-là et petit à petit, on va analyser un peu le besoin sous-jacent et proposer des remédiations un peu différenciées selon le besoin qu'on va détecter. L'autre type d'activité qu'on propose, c'est pour résoudre le sujet de l'exercice en situation réelle et de la pénurie de feedback qu'on a sur nos postes de travail. Donc là, on a vraiment designé un ensemble d'entraînements immersifs qui reproduit la complexité du terrain, mais qui a cet avantage de vraiment avoir ce cadre sécurisé et de gérer justement la charge cognitive que pourrait avoir l'apprenant s'il était sur le terrain. Donc, une démonstration valant 1000 mots, je vais vous montrer ça en direct. Hop. Alors, là, on est sur la plateforme Didask et on a un apprenant qui vient de nous poser une question. Il nous dit « Oula, j'ai un problème avec mes prospects en ce moment. Lorsque j'essaye de vendre le système d'arrosage Solaris, en fait, à chaque fois, je suis face à un concurrent et j'ai vraiment du mal à m'en sortir. Que faire ?»
Donc là, c'est vraiment un verbatim d'apprenant qui est très spontané et très libre. Et là, ce que va faire notre intelligence artificielle, donc sur le volet vraiment réponse aux questions et on va dire transition vers des activités un peu plus intensives, ce qu'elle va faire, c'est va commencer par analyser ce besoin. Est-ce qu'il y a un besoin sous-jacent? Là, la personne parle d'un problème qu'elle commence à décrire un peu de manière extensive. Là, on sent qu'il y a quelque chose, c'est pas juste c'est quoi la méthode Scrum, par exemple. Donc là, elle va aller justement un peu plus, elle va analyser tout ça et elle va commencer par déjà lui apporter de la valeur. Donc déjà, apporter effectivement la réponse à sa question, mais déjà un peu personnaliser ce qu'elle va lui proposer. Et ensuite, sur la fin, surtout, comme elle voit qu'il y a un besoin sous-jacent un peu plus profond, elle va lui proposer justement de s'entraîner, c'est-à-dire dire, ok, imagine qu'il y a un apprenant qui te dit ça, qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation? Donc là, l'apprenant, il peut justement commencer à essayer de passer à la pratique avec ce premier niveau d'information, sachant que s'il avait besoin, il pouvait aussi consulter les différentes ressources qui sont proposées là, s'il avait besoin d'un peu plus de remédiation. Et donc là, l'apprenant va répondre un peu ce qui lui vient à propos de tout ça. Et là, une fois qu'il aura envoyé ce point-là, l'IA va lui faire analyser un petit peu ce qu'il aura proposé et lui faire un feedback, justement, sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il lui dit « Ok, c'est pas mal, tu as fait quelques premiers éléments, mais c'était quand même pas très complet. Et donc, voici les différents éléments avec mise en valeur des différents points. » Et là, elle sent qu'il a besoin de plus. Et donc, c'est à ce moment-là, seulement quand il est allé à ce bout, au bout de cette interaction-là, qu'on va lui proposer d'aller suivre un module de formation. Donc ça, c'est la première partie sur justement la réponse aux questions des apprenants et la différenciation des interactions selon les besoins de l'apprenant. Typiquement, si l'apprenant avait juste eu un besoin d'information qui n'était pas relié à son poste de travail, on lui aurait répondu et on lui aurait proposé un rappel, une réactivation un peu plus tard. Là, il y avait quelque chose de plus profond, donc on est allé un peu plus loin. Maintenant, je vais vous montrer la partie d'entraînement immersif. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer justement dans Didask, donc ça c'est un parcours de formation classique, puisque ces entraînements immersifs, ils peuvent fonctionner en stand-alone, c'est-à-dire tout seul, mais aussi au sein d'un parcours plus traditionnel pour avoir un niveau de réactivation un peu plus profond. Donc là, le positionnement un peu classique qu'on pourrait avoir dans un parcours de formation ou dans une proposition par l'IA dans une interaction, c'est typiquement en fin d'expérience. Là, maintenant qu'on a posé des premières bases, on va un petit peu plus approfondir ce qu'on a vu. Et donc là, on va voir un entraînement un peu plus immersif. Donc, là, on va proposer un brief à l'apprenant. Donc là, vous voyez, c'est une tâche complexe. Ça ne va pas juste être quelque chose comme pitcher, moi, votre entreprise. Ça va être, vous avez une personne en particulier qui a un besoin particulier. Et là, non seulement vous allez devoir mobiliser plusieurs compétences, mais aussi adapter la mobilisation de ces compétences à ce besoin précis. Donc, on lance l'apprenant comme ça, et là, il va pouvoir élaborer sa réponse, il va pouvoir l'écrire, il va pouvoir aussi la dicter à l'oral, c'est aussi, voilà, peut aussi fonctionner avec un mode audio, et là, il va l'envoyer à notre coach d'apprentissage. Là, le coach, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déjà commencer par peu de réassurance, pourquoi il est là, l'apprenant, voilà, il va pas être, c'est pas des choses qui seront visibles par autrui, et donc il peut vraiment se sentir libre de faire des erreurs, et ensuite, il va lui expliquer ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir sur 3 points de sa présentation. Donc, il va commencer déjà par une première appréciation un peu générale sur la production de l'apprenant pour qu'il puisse se situer un petit peu par rapport à ce qu'il a fait. Et ensuite, on va réduire la charge cognitive, on va se focaliser sur des points les uns après les autres au lieu de dire « bon, bah vas-y, corrige-toi, voici tout mon feedback sur tous tes critères ». Donc là, on va commencer par un premier critère qui est « ok, ton pitch était pas mal, mais tu n'as pas adressé le besoin de la personne qui te parlait ». Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui dire « Ok, cet objectif, est-ce qu'il a été pris en compte ou pas et dans quelle ampleur ?» Il va aussi lui citer les moments, en fait, le point de sa production qui est un petit peu, voilà, qu'il faudrait revoir. Et il va lui faire un feedback qui va être différencié selon son niveau de maîtrise. Là, on sent l'apprenant n'était pas là. Donc, on va se permettre d'être un peu plus guidant, de vraiment dire à l'apprenant « Ok, tu aurais dû faire ça, essaye de penser vraiment à ces points. Maintenant, vas-y, à toi de jouer. » Donc là, l'apprenant va pouvoir se corriger. Il va pouvoir, encore une fois, toujours s'enregistrer de l'audio, surtout sur des compétences qui sont un peu plus orales, ça fonctionne mieux. Et là, l'IA va lui faire un feedback sur justement ce qu'il a fait, c'est-à-dire sa correction, dans quelle direction elle va, est-ce que ça fonctionne bien ou pas. Là, ensuite, on va passer, une fois qu'il y a eu ça, on va passer à l'objectif suivant. Et là, par exemple, on se rend compte que l'apprenant, il a bien réussi. Donc, ok, juste réassurance, on lui explique, on lui dit pas juste c'est bien, c'est pas bien, on va aller un peu plus loin. Ok, c'est bien, pourquoi? On vous explique ce que vous avez bien fait, histoire de réancrer un petit peu ce qui a déjà bien fonctionné. Et ensuite, on va passer au dernier critère, ou la même mécanique. Et là, vous voyez,
comme tout à l'heure, c'est un peu mieux réussi que tout à l'heure. On est à un niveau de feedback qui est, voilà, on indique un petit peu à l'apprenant la direction dans laquelle aller, mais on est beaucoup moins guidant parce qu'on sait qu'il a les ressources, on a analysé qu'il les avait. Donc là, voilà, on essaye toujours de dimensionner la prochaine interaction avec l'apprenant en fonction de ce qu'il est capable de faire pour vraiment bien dimensionner l'effort cognitif et optimiser l'apprentissage. Donc voilà, là je vous ai montré l'entraînement immersif en fin d'apprentissage, mais l'entraînement immersif, ce qui est aussi très intéressant, c'est typiquement en début d'apprentissage aussi, notamment pour des experts qui peuvent pas forcément ne pas avoir conscience des besoins de se former. Là, on leur propose une interaction un peu comme s'ils étaient sur le terrain, et ça permet justement, avec une production, d'avoir un diagnostic un peu précis sur un ensemble de critères. Et donc lui peut comme ça prendre conscience de son besoin de se former et ensuite enchaîner avec voilà, un e-learning un peu plus traditionnel s'il en a besoin. Alors, tout ce qu'on a vu ici, donc c'était vraiment réponse aux questions et première remédiation et entraînement immersif. Il faut savoir que les formats, justement, ces deux formats que je vous ai montrés, ils sont aussi disponibles dans les outils de travail des collaborateurs, donc sur Slack et sur Teams pour une expérience sans couture. Et aussi, leur mise en place est minimaliste, c'est-à-dire que la réponse aux questions ou les entraînements immersifs, ils vont s'appuyer sur les connaissances, par exemple la base de connaissances que vous avez déjà dans votre entreprise. Et pour éditer par exemple les entraînements immersifs, vous avez les concepteurs ont juste la consigne et quelques critères à définir justement pour que l'IA soit capable de corriger ces éléments-là. Donc là, en termes de mise en place, c'est aussi facilité pour éviter voilà, de mettre une surcharge, en fait, de reporter la charge sur vos concepteurs. Là, c'est vraiment voilà, minimal. Aujourd'hui, sur ce volet apprentissage informel qu'on a sorti l'année dernière, on a observé déjà une adoption rapide, c'est-à-dire qu'on a déjà quasiment 9000 entraînements immersifs qui ont été mis en place, et aussi sur du côté des questions, des réponses aux questions, des remédiations justement apportées aux apprenants. Là, on a aussi un taux d'adoption qui est très élevé. Donc sur voilà, 66 collaborateurs, 4000 questions qui ont été posées. Et quand on fait des analyses un peu plus approfondies, on se rend compte qu'aujourd'hui, depuis qu'on a déployé ce volet chez eux, donc ça fait à peu près 7 mois, voilà, 65% des apprenants déclarent l'utiliser. Enfin non, c'est pas déclarent, on observe qu'ils l'utilisent chaque semaine ou plus. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. On va pouvoir maintenant passer à vos questions. Et voilà, le temps que les questions se posent, je vous invite à nous rejoindre sur le stand 070 pour voir aussi la démonstration de notre produit, aussi la partie e-learning classique et génération de contenu, pour que voilà, vous puissiez voir l'autre facette de Didask.